Alors, bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je pense que la table a été mise d'abord par le ministre en termes de climat général, mais ce que les étudiants viennent de nous dire des facteurs de la réussite. Je vais aborder la question, mais sous un angle complètement différent, plus sur l'angle scientifique. Je ne suis pas sûr que ça va se compléter totalement, mais on verra comment ce que les étudiants ont dit peut se confronter avec ce que moi j'ai à vous présenter ce soir. Je tiens d'abord à remercier votre présidente, Josée Bouchard, et l'équipe qui a organisé cette soirée pour cette invitation de m'adresser à vous sur le thème de la persévérance et de la réussite scolaire. C'est un thème que, effectivement, j'ai abordé à de nombreuses reprises depuis au moins 3 décennies. Mais l'invitation qui m'a été faite ce soir m'a incité à reformuler, en fait, formuler une nouvelle synthèse de mes idées et de mes travaux. Cette nouvelle synthèse, j'en suis assez fier parce que ça m'a vraiment obligé à faire comme le point sur ce que je devais dire à une assemblée aussi prestigieuse que la vôtre, avec la conviction profonde, j'espère que vous partagez, que grâce à votre participation ce soir, une nouvelle page d'histoire se tourne. Les commissions scolaires, la Fédération des commissions scolaires s'engage résolument vers la réussite des élèves, ça on le savait déjà, mais sur le chantier des régions, sur le chantier des territoires, on le savait aussi, mais sans doute avec un regard neuf, un regard renouvelé en vue d'une nouvelle politique de réussite scolaire. Cette présentation, attendez, on va vérifier si tout fonctionne bien. Cette présentation, je la vois en 4 étapes. D'abord, vous présentez une plateforme que certains d'entre vous connaissez déjà, la plateforme Cartogène, qui cartographie de façon interactive l'état des lieux au Québec en matière de persévérance scolaire. Deuxième élément de la présentation, un constat frappant que je veux qu'on fasse ensemble ce soir, la persistance d'importantes disparités territoriales entre les régions et entre les territoires. Troisième partie, une fois posées ces disparités, on va se poser des questions sur les facteurs associés à ces disparités. Donc, j'essaierai de proposer une approche écosystémique, lever un peu le regard pour mieux comprendre les raisons associées à de telles disparités de persévérance et de réussite scolaire. Et je vais terminer en vous proposant une première réflexion sur un projet nouveau en place dans la région où je travaille depuis pas mal d'années, en fait depuis 1971, un projet qui s'appelle Région éducative du Saguenay-Lac-Saint-Jean. José insistait pour que j'adresse déjà une première présentation de ce projet. Donc, 4 parties, en commençant par l'outil dont je me suis outillé pour vous aider à mieux comprendre les disparités territoriales de persévérance et de réussite scolaire au Québec. Plusieurs d'entre vous connaissez l'outil. C'est en fait un outil, une plateforme web accessible à tous. Vous pouvez y aller ce soir avant de vous endormir si vous le voulez. La plateforme s'appelle cartogène.ca. L'objectif de la plateforme, c'est de soutenir les acteurs de la persévérance scolaire à toutes les étapes d'une démarche d'intervention. C'est de rendre des données territoriales accessibles à tous. Je sais que vous utilisez beaucoup les données scolaires, mais souvent on cherche les données, on a des rapports du ministère de l'Éducation. Nous, on a décidé de condenser tout ça sur une seule et même plateforme, Cartogène, illustrer à l'aide de cette plateforme les disparités, apporter une crédibilité scientifique aux démarches de mobilisation. Beaucoup d'acteurs dans les régions, dans les territoires, dans les commissions scolaires cherchent des données, veulent s'outiller pour faire des démonstrations. Cartogène, je pense, va devenir un outil incontournable, selon moi, pour ce faire. Et, en cours de route, on croit que la plateforme va nous aider tous à mieux influencer l'élaboration de nouvelles politiques publiques. Tant mieux si, dans le cadre de la politique annoncée, Cartogène peut devenir un outil utile à tous. Une infolettre va être disponible bientôt. Je vous incite à vous inscrire. Évidemment, on ne peut pas vous envoyer une lettre si vous ne vous manifestez pas. Donc, allez sur le site Cartogène si vous voulez recevoir nos infolettres à partir du mois de juin. Si vous êtes inscrit, vous allez recevoir les nouvelles données, les nouvelles informations. Est-ce que je parle assez fort? Est-ce que vous m'entendez bien à l'arrière? Tout fonctionne bien? OK, on est parti. Cartogène, en fait, c'est un entrepôt de données. Ça, c'est une carte illustrative d'une disparité parmi d'autres. L'important ici, ce n'est pas la carte en soi, c'est le fait que Cartogène contienne des milliers de données, en fait, et concrètement, Cartogène comporte 107 indicateurs des parcours scolaires et des conditions de vie des jeunes. Les parcours scolaires,
Ce n'est pas seulement au secondaire, mais c'est aussi dans les collèges. Les données sont accessibles aussi pour les collèges. Les universités, peut-être un jour. D'accord? La plateforme produit 300 000 cartes, vous avez bien lu, et autant de graphiques et de diagrammes par les différents choix de croisement que vous allez faire sur la plateforme. Et on découpe les données territoriales scolaires en 4 grands découpages. La province, les régions, les MRC et les arrondissements ou les municipalités. Pour avoir des commissions scolaires, vous ajoutez les limites des commissions scolaires sur la plateforme, c'est possible de le faire, et vous allez avoir vos données commissions scolaires en fonction des municipalités, des MRC ou des régions. D'accord? Quant aux données directement des commissions scolaires, vous les recevez à l'échelle territoriale des commissions scolaires pour traiter ces informations-là. À quoi ça peut servir une plateforme comme Carte aux jeunes? Ça peut servir à toutes les étapes d'un projet d'intervention. Ça pourrait nous servir ce soir, c'est ce que j'ai l'intention de vous montrer à travers la présentation, mais ça peut servir à poser un diagnostic, ça peut servir à analyser une situation, à planifier une intervention, à mobiliser des acteurs autour d'une carte. Il m'est arrivé tellement de fois de mettre une carte sur la table devant des commissaires d'école que vous êtes, devant des élus scolaires ou devant des dirigeants scolaires, et tout le monde se penche sur la carte en disant « Mais voyons donc, je ne pensais pas qu'il y avait autant de différences ou autant de disparités. » Donc, c'est un outil facilement accessible, et au-delà de données statistiques dans des tableaux parfois compliqués à analyser et interpréter, une carte, ça nous donne l'état des lieux très rapidement, très facilement. C'est un outil de pilotage de l'intervention. On peut suivre les indicateurs, on peut rétroagir, on peut s'ajuster en fonction de l'évolution des cartes des données. Et bien sûr, pour un territoire donné, on peut faire des comparaisons, notamment en amont et en aval. Je vais utiliser ce soir des données des cohortes de 1998 et de 2007, donc 10 ans de distance. Qu'est-ce qui s'est passé au Québec? Par région, entre autres. J'y viens à l'instant. Qui travaille sur cette plateforme? Qui en sont les artisans? 2 centres de recherche, la chaire que je dirige et un groupe de recherche au Cégep de Jonquière qui s'appelle ECOB Recherche et Transfert. Vous avez le nom des personnes qui travaillent à cette plateforme depuis déjà plusieurs années. Le ministère de l'Éducation, évidemment, est un partenaire majeur et il nous fournit les données de base. Mais attention, le ministère nous fournit les données compilées par lieu de résidence des parents des élèves. Nous, on travaille sur l'adresse des élèves et non pas sur l'adresse de l'école. Quand on situe des élèves dans une municipalité, c'est bien à partir de l'adresse des parents. D'accord? Donc, c'est différent de ce que le ministère produit. Mais le ministère nous fournit les données de base pour être capable de développer une telle plateforme. Intellicube, c'est la firme privée avec qui on travaille. Excuse-moi, Marc, quand je passe devant toi, je te fais de l'ombre. Je te fais de l'ombre, Marc. Intellicube, c'est la firme qui nous aide vraiment au développement de la plateforme. Elle développe des plateformes interactives et on a utilisé les bases de la plateforme avec les logiciels conséquents. Arsenal Web, c'est la firme qui nous aide à développer l'interface web, parce qu'ici, on est sur le web. Et il y a un comité de validation et de diffusion de 50 personnes qui, à chacune des étapes, nous fait des commentaires, rétroagit avec nous, et plusieurs représentants des commissions scolaires et des écoles font partie de ce comité. Et le financement de tout ça, ça coûte des sous quand même, mais pas si cher. Vous seriez étonné du coût, mais la Fondation Chagnon a été au cœur du financement, de même que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le Fonds de recherche sur la nature et les technologies et la chaire que je dirige. Je viens de vous présenter en quelques mots l'outil de base à partir duquel je vous propose une sorte d'état des lieux sur le Québec et ses régions en matière de persévérance scolaire. Mais il y a un constat que je veux faire au départ. C'est notre hypothèse de départ, puis on va essayer de voir si on peut valider ça avec quelques cartes que je vais vous montrer. La grande hypothèse, c'est qu'on est devant la persistance d'importantes disparités entre les régions et au sein des territoires. Cette hypothèse de disparité, je l'illustre au départ avec une première carte par région. Ici, on est devant les régions administratives du Québec. Là, il y a un indicateur que je vais définir tout de suite, puisque je vais l'utiliser pendant 4-5 minutes. Là. Vous le connaissez déjà, sans doute. C'est le taux de diplomation et de qualification après 7 ans au secondaire. C'est-à-dire, on calcule la proportion d'élèves qui obtiennent un diplôme, tout type de diplôme confondu, au secondaire, en accordant 2 années de plus aux jeunes pour obtenir son diplôme. Le délai prescrit, j'ose pas dire normal, hein, parce qu'aujourd'hui, ça prend de plus en plus de temps aux élèves.
Le délai prescrit, c'est 5 ans. Quand on calcule les taux 2 ans de plus, 2 ans après, donc c'est après 7 ans au secondaire, un indicateur classique qui est très souvent utilisé dans le milieu scolaire. Donc, c'est l'indicateur que j'ai choisi d'utiliser. J'aurais pu prendre les taux de sortie en diplôme, les taux de décrochage, les taux de diplomation après 5 ans, mais j'en ai choisi un parce que je trouve que c'est la bonne lecture à utiliser à ce moment-ci pour réfléchir à la question des disparités. Vous voyez déjà que d'une région à l'autre, les taux varient beaucoup. Là, ici, j'ai la cohorte de 2007, qu'on va suivre jusqu'en 2014 pour calculer les taux de diplomation. 2007 plus 7, ça fait bien 2014. Vous avez les taux par région. Il ne s'agit pas du tout de faire un palmarès ici, là. Mais vous voyez qu'au centre du Québec, on est plutôt dans le vert. Chaudière-Appalaches, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, centre du Québec, entre 77 et presque 80 % de diplomation, sexes réunis. On parle de tout le monde ici. Vous avez ensuite une série de régions où ça va quand même mieux qu'avant, j'oserais dire. L'Estrie, Montérégie, Laval, Lanaudière, Montréal, Mauricie, Laurentides, Gaspésie. Déjà, l'Outaouais, on est rendu à 70,6. Et après, il y a des régions qui peinent plus à diplômer les jeunes. L'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le nord du Québec. On le sait tous, mais vous voyez qu'on est comme dans un monde à part. Donc, vous voyez le premier portrait qu'on peut faire, les disparités régionales. Vous avez le taux québécois qui est ici, 75,8. Le taux national publié par le ministère de l'Éducation, c'est 77,7. Pourquoi j'ai 75,8? C'est pour deux raisons. On ne peut pas corriger comme on peut le faire pour le Québec pour tenir compte de la mortalité des enfants et de la migration quand on va dans les données régionales à partir des adresses des parents. C'est impossible. Donc, on a un petit écart par rapport au Québec. Par contre, chacune des régions est traitée de façon comparable. D'accord? On pourra y revenir à la période des questions si vous le jugez approprié. Je prends le même indicateur et je vous propose cette fois-ci une comparaison filles-garçons. Le centre du Québec performe encore très bien, évidemment. Le centre du Québec performe encore bien chez les garçons. Mais les écarts entre les filles et les garçons, moi, ça fait à peu près 25 ans que j'observe ça au Québec, les filles et les garçons. Puis on est toujours devant les mêmes écarts, 10, 11 points de pourcentage. Mais la diplomation des garçons s'améliore actuellement, plus vite que celle des filles. Mais on partait de plus bas. Donc, ce n'est pas surprenant avec les efforts, tous les efforts du milieu scolaire et des milieux, que finalement, on voit des changements chez les garçons, alors que chez les filles, on est déjà plus haut. Donc, faire des gains, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais y revenir tantôt. Mais retenons pour le moment qu'à l'échelle du Québec, par région, le taux, c'est 81,1 chez les filles et 70,7 chez les garçons. Et à l'échelle des régions, vous voyez que si on se fiait sur la cible qui a été proposée en 2009 de 80 % de diplomation, bien, on dirait chez les filles, c'est réglé pour la plupart des régions. Mais aucunement chez les garçons. Et vous voyez que plusieurs régions, chez les garçons, sont sous la barre du 70 % de diplomation. Alors que chez les filles, il n'y en a aucune région qui est sous la barre du 70 %, sauf le nord du Québec. Donc, premiers écarts de réussite, garçons-filles, ça demeure quand même extrêmement important. Je me suis posé la question, en vue de la conférence de ce soir, mais ça a progressé comment depuis 10 ans? Depuis une dizaine d'années, on fait des efforts, depuis les États généraux sur l'éducation, depuis le rapport du groupe d'action sur la persévérance scolaire, l'école j'y tiens et tous les débats qu'on a eus sur ces questions-là. Ça a progressé comment? Alors, je vous présente ici l'écart dans le temps de diplomation, toujours le même indicateur, hein, on ne change pas d'indicateur, la même mesure. C'est quoi l'évolution dans le temps entre la cohorte de 1998 et celle de 2007? 10 ans. Et là, vous voyez les gains pour chacune des régions. Et là, en haut de la liste, c'est les Laurentides. 11,8 % de gains depuis 10 ans. Et vous voyez que d'autres régions, quand même, progressent très bien. L'Outaouais, Lanaudière, Montréal, etc. Jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 3,8. Mais la région était déjà très haute. Donc, faire un gain, c'est plus difficile. Mais moi, ce qui me frappe dans ces données, et moi-même, j'ai été un peu étonné quand j'ai retravaillé ces données-là pour la conférence de ce soir, c'est de constater jusqu'à quel point, partout, les garçons ont fait des gains, on peut dire, significatifs. Alors que chez les filles, oui, il y a des régions qui ont fait des gains significatifs, mais plusieurs régions ont peu bougé, même quelques-unes ont un peu reculé. Côte-Nord,
Abitibi-Témiscamingue, on enregistre des pertes, des reculs chez les filles à l'échelle de la région. Donc, il y a des questions à se poser, il y a des enjeux importants que je mets sur la table, puisque ce soir, on va débattre justement d'enjeux régionaux, de priorités régionales. Là, on va quitter la question des régions pour continuer cette analyse de l'hypothèse. Y a-t-il vraiment des disparités territoriales? Je pense que ce que je vous montre à l'échelle des régions, c'est déjà significatif. Mais j'ai choisi de faire du forage et j'ai choisi pour cette démonstration une région qui est parmi les meilleures, le Bas-Saint-Laurent. Je choisis une des meilleures, puis je regarde s'il y a des disparités intra-régionales, infra-régionales. La réponse, c'est oui. Là, ici, je fais à l'échelle des MRC. Vous voyez, ça va jusqu'à 86,1 MRC des Basques et ça descend jusqu'à 68 pour la MRC de la Métis. Je me répète, une région performante nous montre de telles inégalités. Je continue le forage parce que Cartogène nous permet d'aller à l'échelle des municipalités. Qu'arrive-t-il si là, je regarde les milieux locaux? Là, on va apparaître du rouge, qu'on n'a jamais vu depuis le début, sauf sur le nord du Québec. Donc là, à l'échelle des municipalités, on voit bien que plusieurs municipalités, en fait, plus de 32 municipalités de la région ont des taux inférieurs à 65. Il y en a même 20 qui sont inférieurs à 60 % dans une région performante. Je pourrais faire cette démonstration pour chacune des régions du Québec et vous verriez du rouge dans chacune des régions du Québec. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'opportunité, le bonheur de travailler avec la Commission scolaire des Hautes-Rivières, donc je salue à nouveau la présence du directeur général, pour travailler à l'échelle plus locale sur certaines disparités à l'échelle d'une commission scolaire, et on voyait un peu le même genre de phénomène. 2 MRC, des municipalités, puis des différences relativement importantes qui nous questionnent sur cette question de disparité locale ou régionale. À l'échelle du Bas-Saint-Laurent, les taux varient de 40 % à 83 % de diplomation. Puis si je faisais la même démonstration en prenant chacune des régions, vous verrez à peu près les mêmes écarts. Si j'étais ici ce soir, sans explication, et si j'essayais de vous dire, ça s'explique de 2 façons. Ça s'explique par les caractéristiques individuelles des élèves qui sont liées à leur milieu de vie, leur village ou leur municipalité, ou encore, ce sont les caractéristiques du milieu d'enseignement, qui varient tellement d'une municipalité à l'autre que c'est normal que dans certains villages, ça aille si mal. Autrement dit, si j'essayais de vous faire la preuve que s'il y a des facteurs scolaires, pas sûr que je serais capable de vous convaincre de la véracité de cette affirmation-là. Moi, je prends pour acquis que les services scolaires au Québec, ils sont répartis de façon équitable, pas mal partout, et qui sont de qualité pas mal partout. En termes d'enseignement, en termes de services, en termes d'approche. Sinon, ça serait un scandale épouvantable si on essayait d'expliquer de telles disparités par l'échec du milieu scolaire, en disant que c'est la faute du milieu scolaire. Ça ne tient pas la route, mais il faut trouver d'autres explications. D'autant plus que quand je prends un milieu aussi habité que Montréal, l'île de Montréal, et que j'utilise le même indicateur dans ma démonstration, le taux de diplomation après 7 ans au secondaire, je m'excuse de me répéter, mais je vais être sûr qu'on comprenne bien le message, bien là, je vois encore des disparités relativement étonnantes, connues, documentées, mais quand on les voit sur une carte, puis qu'on imagine ici le boulevard des Caries, quelque part, qu'on voit l'ouest, l'est, et qu'on regarde la position des principales villes de Montréal, en haut, complètement en haut de la liste, 94,9 % de diplomation, 94, etc. Et on arrive dans le jaune, dans l'orange, là, on est vraiment à Montréal, dans les arrondissements de Montréal. Donc, il y a là des constats majeurs qu'une future politique de persévérance scolaire se devra de considérer, selon moi. Pas seulement pour Montréal, mais entre autres pour Montréal. Parce que le poids de Montréal sur l'ensemble du Québec est tel que si les choses ne bougent pas dans les arrondissements de Montréal à moyen et à long terme, l'atteinte de la cible qu'on se propose est, comme l'a dit le ministre, mieux que la cible proposée, parce que la cible, c'était 80. Mais je sais que les conventions de partenariat en ont convenu de plusieurs autres cibles plus élevées. Si on veut atteindre ces cibles, notamment dans les milieux plus défavorisés, il va falloir travailler très fort, bien sûr.
Donc, cette première démonstration, et cette hypothèse qu'on tenterait d'expliquer tout ça par des facteurs personnels ou des facteurs scolaires seulement, ne pourrait pas tenir la route très longtemps. On va donc trouver un autre modèle explicatif de telles disparités, et j'ai essayé de proposer une synthèse de ce modèle, de cette approche écosystémique, en commençant par une affirmation très importante. Les déterminants de la persévérance scolaire sont connus et reconnus. Il y en a plusieurs qui sont documentés par la recherche. Ce n'est pas tout à fait ce que les jeunes tout à l'heure nous ont dit, là. Il y a des choses additionnelles. Les jeunes nous ont parlé d'activités parascolaires, quand même de français, d'autres choses. Mais les chercheurs partout dans le monde ont documenté les principaux déterminants. Et il y a deux blocs de déterminants connus, reconnus, qu'on ne peut pas négliger du tout. Les déterminants individuels, le jeune, ce qu'il est lui-même, sa famille, mais surtout le jeune en tant que jeune. Alors, il y a plusieurs déterminants connus. Ses caractéristiques biologiques, son état de santé, ses habiletés personnelles, son expérience scolaire, etc., etc. Je ne vais pas en faire la liste parce que j'imagine, n'est-ce pas, Annie et Isabelle, que le PowerPoint va être disponible pour les participants sur votre site. Donc, les gens pourront aller revérifier les choses. Il y a aussi des déterminants scolaires. Ça, c'est le cœur de votre responsabilité. Sans négliger les déterminants individuels, mais les déterminants scolaires, vous travaillez là-dessus, beaucoup. Alors, le climat de l'école, les jeunes en ont parlé tantôt, le soutien aux enseignants, l'engagement des enseignants, la relation enseignant-élève, bien sûr, les manifestations d'attentes élevées envers les élèves, la gestion de la classe, les méthodes pédagogiques, etc. Ça, c'est connu, documenté, c'est incontournable. Mais avec ce que je vous ai montré tantôt, avec les nouveaux travaux qu'on mène depuis une dizaine d'années sur ces questions territoriales, on doit ajouter les caractéristiques des territoires où habitent les élèves comme facteur explicatif de la persévérance et de la réussite scolaire. On vient de proposer une publication pour une revue européenne où on a réussi, dans mon équipe, à condenser ces facteurs dits territoriaux en 6 types de dimensions, 6 grandes dimensions, si vous voulez. D'abord, la dimension populationnelle. Quelles sont les caractéristiques de la population où se trouvent mes élèves? La variation de la population, la scolarité de la population, la diversité ethnique, la santé de la population, les taux de criminalité, la culture, les loisirs, le sport dans la communauté. Des déterminants qui peuvent jouer évidemment sur la réussite des élèves. Mais il y a aussi une dimension économique majeure. Les revenus dans un quartier, dans une municipalité, les secteurs économiques, le type d'économie, les emplois, les professions, la dynamique économique d'un territoire, évidemment, joue sur la persévérance scolaire. Depuis quelques mois, on travaille sur un nouveau modèle où on a acquis de nouvelles variables du ministère des Transports et du ministère des Affaires municipales, et on commence à s'apercevoir que l'environnement bâti, le type de propriété, le réseau de transport, commence à monter des liens avec la persévérance scolaire. Et dans un modèle qu'on va publier bientôt, on a même calculé les distances entre les institutions d'enseignement et les lieux de résidence. Puis je pense que les facteurs géographiques vont apparaître aussi dans les modèles qui s'en viennent. L'environnement naturel, dans quel type de milieu vit l'élève, en forêt, en paysage urbain, en paysage rural, les types de richesses, la diversité culturelle, la diversité, naturelle des lieux peuvent être des déterminants. L'identité collective dans laquelle se trouvent les élèves, les représentations qu'on se fait de l'éducation, les valeurs, les croyances, l'histoire, le patrimoine culturel, le sentiment d'appartenance peuvent être des déterminants de la persévérance scolaire. Et pour finir, et ça vous concerne directement, il y a des travaux scientifiques qui nous montrent que la gouvernance scolaire influence la persévérance scolaire. De plus en plus de publications sur ça, les lois, les règlements, les politiques, les éléments de planification, les jeux de pouvoir. Et pour faire une synthèse, tantôt je vais vous proposer un petit modèle synthèse de ce que je vous propose ce soir. Je commence par vous donner quelques éléments synthèse, avant de vous montrer le petit modèle, sur les grands déterminants du territoire quant à la persévérance scolaire. Je vous résume ça à peu près en 7 points, ce qui résume le grand tableau qu'on a vu tout à l'heure. Premier élément majeur, connu, documenté, le niveau d'éducation et les caractéristiques ethnoculturelles de la population. Ça joue sur la persévérance et sur les taux de diplomation. L'accessibilité des services, donc la distance, l'accès aux services,
Ça joue en santé et ça joue aussi en éducation. C'est moins connu, c'est moins documenté, mais petit à petit, on le documente actuellement et ces variables-là sont importantes. Le type d'emploi occupé sur un territoire, le niveau de chômage, la précarité de l'emploi, le revenu moyen de la population. Vous savez, convaincre des jeunes que c'est important de rester à l'école, de persévérer dans un milieu où il y a des taux de chômage élevés, c'est pas facile. Je viens de faire un colloque à l'ACFAS avec des collègues français qui travaillent sur les mêmes questions que nous. Et eux, ils ont soulevé à plusieurs reprises lors du colloque le fait qu'en France, par exemple, avec des taux de chômage de 20-25 % chez les jeunes actuellement, garder les jeunes à l'école, c'est tout un défi. Nous, au Québec, on n'a pas de tel taux de chômage chez nos jeunes. Nos jeunes, ils travaillent pas mal. Mais dans des territoires où les taux de chômage sont plus élevés, c'est plus compliqué de convaincre les jeunes de rester à l'école. Et il y a bien sûr l'offre scolaire, la façon dont on organise les services autour des jeunes, les habitudes de concertation qu'on se donne entre nous pour favoriser la persévérance scolaire, le niveau de sensibilisation et de mobilisation autour de la question de la persévérance scolaire, je pense que ça va être une des questions clés ce soir, et les conditions de logement de la population. Je ne vais pas vous révéler un secret ce soir parce que les modèles ne sont pas terminés, mais on a des variables qui semblent nous indiquer que le type de logement et la qualité du logement, c'est lié à la persévérance scolaire, notamment à Montréal. Donc, si je poursuis cette démonstration, je dois insister pour vous dire que la sociogéographie de l'éducation, les types de travaux que je mène avec mon équipe depuis plusieurs années, c'est des travaux relativement nouveaux dans le monde scolaire. J'ai démarré un nouveau cours à l'Université du Québec à Chicoutimi, le premier cours de sociogéographie de l'éducation. Il n'y en a pas ailleurs dans d'autres universités, mais c'est démarré. Il y a une nouvelle association internationale en sociogéographie de l'éducation. Moi, j'ai un doctorat en géographie de la santé qui date de plusieurs années. Ça fait longtemps que la géographie de la santé existe. La géographie de l'éducation, c'est un champ de recherche relativement nouveau, une jeune discipline. Et ce dont je vous parle ce soir, en fait, ça repose sur l'approche socio-géographique des faits et des parcours scolaires. Et je pense qu'au cours des prochaines années, ce type de recherche va peut-être nous amener de l'eau au moulin dans une meilleure compréhension des déterminants de la persévérance et de la réussite scolaire. Repensez aux cartes que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, présentement, nous, on pousse plus loin ce type de travaux grâce à l'outil qu'on a développé, puis grâce aussi à l'expertise qu'on tente de développer. Et au cours des prochains mois, des prochaines années, on veut explorer l'influence de nouvelles facettes du territoire sur la persévérance scolaire à l'échelle des MRC du Québec. Peut-être qu'on pourrait travailler par commission scolaire aussi, mais là, on a un nombre d'entités territoriales moindres, autour de 70, 65, c'est plus compliqué. Il y a moins de territoire. Modéliser, c'est plus compliqué en termes mathématiques. Bon, mais ce n'est pas grave, on va peut-être essayer de le faire. On veut surtout analyser l'influence du territoire sur d'autres indicateurs scolaires. Diplomation après 5 ans, décrochage scolaire, accès à la formation professionnelle et à la formation générale des adultes. Moi, je soupçonne que ce dont je vous parle ce soir, au niveau des cartes géographiques de la diplomation et de la persévérance scolaire, je soupçonne que si on vous montrait des cartes de la formation professionnelle, les écarts seraient encore plus criants que ce qu'on a vu tout à l'heure, à l'échelle des territoires. Donc, nous, on travaille à documenter ces choses-là et on veut réaliser d'autres analyses à d'autres échelles territoriales, notamment à l'échelle des grandes villes du Québec. Donc, j'en arrive à ce modèle qui est adapté d'un chercheur très, très connu qui s'appelle Bronfenbrenner. Son premier modèle, il l'a publié en 1979. Ce n'est pas tout à fait ça. Nous, on l'a adapté. Nous, ici, étant le Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire, le CREPA, pour en arriver simplement à modéliser ceci. Il y a les caractéristiques individuelles qui expliquent en partie la persévérance scolaire. C'est un peu les déterminants que j'ai montrés tout à l'heure. Le jeune lui-même, ce qu'il est, ses caractéristiques. Mais autour du jeune, il y a un milieu de vie. Il y a des milieux de vie. Il y a son école, il y a sa maison, il y a son environnement immédiat, il y a son quartier. Et ça peut jouer, et ça joue sur sa persévérance scolaire. Mais il n'y a pas autour du jeune qu'une école et un quartier. Il y a aussi la concertation que les gens font autour du jeune, autour des services. Et cette concertation-là a un effet sur la persévérance et la réussite scolaire. Et en plus de cette concertation-là, bien évidemment, il y a toute la question de l'organisation des services. Comment on dispense les services. Et ça touche les politiques publiques, ça touche les responsabilités des élus scolaires, ça touche la façon dont on orchestre les services.
Et il y a bien sûr tout le contexte global, tout ce qui entoure le jeune, tout ce qui entoure l'école, les éléments d'économie, les éléments internationaux. Beaucoup de choses peuvent influer évidemment sur la persévérance et la réussite scolaire. Donc voici le petit modèle inspiré de Bronfenbrenner qui nous a beaucoup inspiré au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour démarrer notre projet de région éducative. J'y reviens à l'instant, mais juste avant, je voudrais un peu retourner la réflexion à l'inverse. Depuis le début, je vous dis, il y a des déterminants territoriaux de la persévérance scolaire, mais la persévérance scolaire et les taux de diplomation, à leur tour, influencent le développement des territoires. Donc, il faut regarder ça des deux côtés de la médaille. Il y a des travaux scientifiques qui nous permettent d'affirmer de façon très claire que l'éducation joue un rôle important dans le développement territorial, local, régional, national. Et là, je synthétise un peu comment l'éducation peut être un déterminant du développement territorial. Bon, sur le plan personnel, il y a des effets de l'éducation, évidemment, sur le développement des capacités des individus, de leurs compétences, sur l'amélioration des conditions de vie, sur le sentiment de maîtrise de sa vie. Quand on est mieux éduqué, on a plus l'impression de maîtriser sa vie, même sur l'augmentation des revenus et des chances d'employabilité. Une étude toute récente de mon collègue et ami Pierre Fortin, on est arrivé à la conclusion qu'un diplôme d'études secondaires, pour la durée de vie d'un seul individu, ça ajoute 500 000 de revenus dans ses poches. Un diplôme d'études secondaires. Je ne parle pas du diplôme du collège ou de l'université. Pierre Fortin va publier ça là, dans quelques mois. Il a déjà fait circuler un texte. Donc, 1 demi-million de plus dans sa poche si on a un diplôme d'études secondaires. Ça influence quoi aussi l'éducation? Ça influence l'économie d'un territoire, évidemment. Ça, on sait, on le soupçonne, mais il y a des travaux qui nous montrent que les gains sont meilleurs en termes de recettes fiscales. Ça fait baisser les dépenses en santé et en services sociaux. Ça fait hausser la productivité d'un territoire et ça permet la diversification économique quand on a une population plus instruite, plus éduquée. Ça a des effets sur le plan social aussi. Plus grande intégration sociale des personnes ayant des difficultés quand elles sont mieux éduquées. Meilleure connaissance de sa propre culture, ouverture à celle des autres. Augmentation du bénévolat. Les gens plus instruits participent davantage aux activités de bénévolat, votent davantage, sont plus impliqués socialement. Et l'éducation contribue beaucoup à l'aplanissement des disparités selon le genre, selon le milieu, selon le statut socio-économique. Et finalement, ça va jusqu'à influencer le plan politique, le fait d'être éduqué. Et vous avez une liste ici des effets possibles. Hausse du taux de participation aux élections. Je ne parle pas du scolaire ou du municipal ici, mais une population plus éduquée participe plus aux élections, à la vie démocratique d'une société. Meilleure participation aux activités politiques en général. Plus grande expression des opinions, etc., etc. Et donc, l'éducation est influencée par le territoire, mais l'éducation influence vraiment le développement territorial. J'ai presque terminé. On est pas mal dans notre temps. Pas le choix. On a commencé en retard. Vous voulez qu'on finisse tout de suite? Ah, OK. On termine. OK. Dernière partie. Ah, t'as plus de micro? Bon, désolé, Marc. Mais je n'anime pas après, par exemple. C'est toi. OK. Dernière partie. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous savez, on a créé le CREPA il y a 20 ans. On a travaillé, je pense qu'on a été les premiers à se lancer dans cette aventure territoriale, vraiment avec des commissions scolaires puis les cégeps de la région en 1996. Puis ça a eu des petits. Bon. Mais finalement, on s'est rendu compte que nous, là, on plafonne comme région. Nos taux sont encore très bons, 79 %, mais notre courbe d'augmentation, là, avant, était comme ça, puis là, elle plafonne. On s'est dit, OK, si on va aller plus loin, il faut faire plus, il faut faire mieux. Il faut continuer, mais il faut faire plus et mieux. Et on a eu l'idée, grâce beaucoup à l'implication des commissions scolaires, puis je salue d'ailleurs Christine Fortin, qui est la directrice générale de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. On a réalisé des missions ensemble en Europe, on était allé rencontrer des projets. Bonjour Christine. Et petit à petit, avec nos élus, nos préfets, nos commissions scolaires, nos cégeps, on en est venu à l'idée de se lancer dans une nouvelle aventure, de créer une région éducative.
C'est ça le nom du projet. Et on s'est donné une mission qui est la suivante. C'est la mission actuelle de l'organisation. Favoriser l'émergence et la mise en place de solutions éducatives novatrices pour faire en sorte que chaque citoyen se développe à son plein potentiel. Chaque citoyen ici, comme l'a mentionné José au départ, c'est autant les jeunes que les adultes. Et nous, on pense qu'on a des efforts considérables à faire au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour améliorer l'offre de services aux jeunes, mais aussi aux adultes, surtout dans un contexte d'économie qui ralentit. Donc, il y a un effort là majeur à faire et on s'est donné une mission, la région éducative. Bon, le logo, là, il est temporaire. On va sans doute s'en donner un nouveau bientôt. On n'est pas rendu là, mais on veut faire un virage pour aller encore plus loin. Donc, essentiellement, une région éducative, c'est une région inclusive de tous. On est vraiment en réussite éducative. On veut vraiment favoriser l'intégration sociale de tous, les plus démunis, les plus faibles, ceux qui ont plus de difficultés, mais aussi, bien sûr, ceux qui sont des étoiles filantes, ceux qui vont réussir, mais les mener encore plus loin, ceux-là. Une région qui met les jeunes au cœur de ses préoccupations. Oui, on n'est déjà pas si mal, mais on pense qu'on peut faire encore beaucoup mieux. Les jeunes sont les bâtisseurs de demain, et le dynamisme des jeunes d'aujourd'hui, c'est le garant de la vitalité de la région dans 10, 15, 20 ans. Troisième raison, troisième leitmotiv, un projet qui suppose une responsabilité partagée. Parents, enseignants, employeurs, élus, tous les citoyens de tous les milieux ont un rôle à jouer et tous les secteurs d'activité sont interpellés et doivent devenir conscients du rôle qu'ils ont à jouer en matière d'éducation. Et cela, peu importe le contexte provincial devant lequel on va se retrouver, parce que ça va changer, ça va évoluer. La région a décidé de se donner à elle-même un projet de société qui va encore plus loin que ce qu'on avait autour déjà du CREPOP et de nos représentants d'élus scolaires et de structures scolaires. Et un projet qui repose sur la collaboration de tous. Et je vous donne tout de suite la liste des organisations qui sont parties prenantes du projet. Ça ce n'est pas quelque chose à faire, là. C'est quelque chose qui est fait. C'est entendu. Qui fait partie de la région éducative pour le moment? Et ça frappe à notre porte pour s'ajouter. Les 4 commissions scolaires, les 4 cégeps, l'université régionale, les écoles privées, le conseil de Mastoyache, les 5 MRC de la région. Nos préfets ont annoncé une subvention importante, qui n'est pas encore publique, donc je ne peux pas vous le dire, mais une subvention importante pour ce projet, avec nos commissions scolaires, le conseil régional de prévention de l'abandon scolaire, évidemment, et avec nous, il y a les centres de recherche de la région. ECOB Recherche et Transfert, le Consortium régional de recherche en éducation, la chaire que je dirige, le Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a beaucoup de jeunes dans nos centres jeunesse au Québec qui ont de graves difficultés. Ils font partie du tout. Le CU3S, Réseau de la santé, incontournable. Déjà un partenaire, mais on souhaite encore plus. Le Conseil régional des partenaires du marché du travail, la Fondation Lucie et André Chagnon qui nous appuient dans cette démarche-là, et le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur. On a 4 grands enjeux actuellement dans le projet, 4 enjeux. Je les résume très, très brièvement. Mobilisation et engagement des collectivités, aller plus loin encore. À gauche, le maillage entre les organisations et leurs réseaux. Vous imaginez, là, on crée un nouveau réseau encore beaucoup plus fort, beaucoup plus soutenu pour partager toute l'expertise disponible chez nous, entre la recherche, les organisations, favoriser le transfert des connaissances. On a évidemment ce défi de la recherche, continuer à mieux comprendre, mieux connaître, mieux faire circuler les informations probantes, les données probantes, et bien sûr, optimiser l'innovation et le transfert des connaissances. J'en arrive à la conclusion. Je savais que ça m'arriverait. C'est pas la cigarette. Merci. Bon, excusez-moi, ça m'arrive toujours. D'habitude, c'est au début. Là, c'est à la fin. Conclusion sur l'importance des alliances éducatives territoriales. Alliances éducatives territoriales. Je lance l'idée pour nos discussions de ce soir. On est tous concernés, vraiment tous concernés. Ça prend
en matière d'amélioration de la persévérance scolaire. Et la personne qui vous parle tente de le faire depuis pas mal d'années. J'ai été 44 ans professeur au secondaire, au collège et à l'université, mais surtout engagé depuis 25 ans dans la mobilisation territoriale au Québec sur ces questions-là. Et c'est ça la synthèse auquel j'en suis arrivé après la réflexion, c'est que c'est incontournable d'abord que l'engagement du milieu scolaire, c'est la base. Si tu n'as pas un milieu scolaire, oublie ça, impossible. Mais ça prend les efforts des communautés locales. Quand on va du rouge, de l'orange dans des milieux, dans des villages, dans des quartiers, dans des arrondissements, tu te dis, c'est pas juste le milieu scolaire. Il y a autre chose. Ça prend d'autres types d'élus. Il y a d'autres responsabilités à partager. Les communautés locales, leurs représentants. Mais on ne peut pas travailler tout seul de notre côté. Au niveau des régions, il y a des efforts à faire énormes. Chaque région a des défis, des enjeux. Donc, il faut aller jusqu'aux enjeux régionaux, travailler ensemble. Et il ne faut pas négliger, évidemment, la mobilisation nationale, les grandes politiques publiques. Ça prend tout ça. Comme ça prend tout un village pour éduquer un enfant, bien, ça prend les 4 conditions. Et si on néglige une des 4, ça va peut-être marcher quand même, mais ça ne sera pas à la même vitesse. Donc, il faut vraiment travailler sur ces bases-là. Et j'en arrive aux conditions pour être capable d'atteindre ces 4 clés de succès, si vous voulez. Ça prend du leadership. Comptez sur des leaders forts. Et vous en êtes tous. Vous êtes des élus scolaires, vous êtes des dirigeants scolaires. Vous avez un rôle de leadership à assumer. Pas seul, parce que ça prend aussi des partenaires. Travailler dans un esprit de partenariat. Le partenariat, c'est plus que de la collaboration ou de la concertation. C'est le partenariat. Vous savez ce que ça veut dire, devenir partenaire. Pour la région éducative, on est devenus des partenaires, nous, de cet objectif-là. Il faut innover. Il faut favoriser la synergie entre les approches davantage centrées sur l'école, je pourrais dire la classe même, et sur les stratégies, les approches enracinées dans les communautés. Il faut accompagner les élèves en difficulté. Il faut accompagner de façon personnalisée les élèves dès la petite enfance jusqu'à la parentalité. Et plus on va agir tôt, plus on va être efficace. On sait de plus en plus, il y a des enjeux importants de ce côté-là. La territorialité, j'espère ce soir que j'ai commencé à vous convaincre davantage que travailler par des approches spatiales territoriales, c'est important, étant donné les disparités dont je vous ai parlé et les enjeux de l'éducation à l'échelle des territoires. Il faut améliorer notre évaluation des résultats. Au Québec, honnêtement, quand on se compare à d'autres sociétés, on n'est pas si mal à ce chapitre-là. En tout cas, ça nous préoccupe beaucoup. Mais il faut continuer à être préoccupé par la question de l'évaluation. Et la grande idée, valorisation de l'éducation dans tous les milieux, mais ce n'est pas ici ce soir que je vais prêcher l'importance de valoriser l'éducation. Je suis sûr que vous en êtes tous convaincus. Et je vous remercie beaucoup de votre attention, infiniment de votre attention.